Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Mes très chers auditeurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel pour éveiller et réveiller des dimensions encore insoupçonnées en vous. Aujourd'hui, j'ai vraiment grand plaisir à accueillir un consultant RH, spécialiste du développement des carrières et du management. Essayiste, il est l'auteur de J'arrête de m'épuiser avec Marlène Schiappa aux éditions Erol. Il vient nous parler aujourd'hui des meilleurs outils du management au service de votre vie dans son nouvel ouvrage Je manage ma vie. Bienvenue Cédric Bruguière. Bonjour Valérie et merci de m'accueillir sur votre plateau. Avec grand plaisir. C'est un plaisir partagé. Oui, vraiment. Alors, on va commencer l'émission avec la question rituelle de l'émission. Quel a été votre plus beau réveil ? Mon plus beau réveil, je le vis tous les matins en me réveillant aux côtés de ma femme. En c'est fait, beau. voilà. Alors, qu'est-ce que justement ça amène dans votre vie, le fait de se réveiller comme ça tous les matins ? Qu'est-ce que ça amène de plus dans votre vie, justement ? C'est bien de commencer par cette pensée positive, de se dire voilà, qu'on n'est pas seul dans la vie et que voilà, on va partager des choses, on va vivre chacun notre vie de son côté et qu'on va se retrouver et penser l'un à l'autre tout au long de la journée. Moi, je trouve que c'est peut-être très fleur bleue, mais moi, en tout cas, ça me fait vibrer. Eh ben, c'est très, très beau et ça a beau être fleur bleue, je pense que c'est quand même un essentiel. Donc, merci pour ce partage. Alors, justement, là, j'ai découvert, moi, votre livre. Je le montre à l'écran pour ceux qui regardent l'émission en vidéo, parce que les émissions de Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, sont toujours en vidéo. On a vraiment cette chance-là dans nos beaux studios parisiens. Et pour ceux qui regardent, qui écoutent le podcast, eh bien, vous découvrirez par le lien en description le livre dont on va parler aujourd'hui, Je manage ma vie. Objectifs, pensée, charge mentale, vie pro, vie perso, projet, toutes les techniques d'un manager de carrière au service de votre vie. Ce que j'ai aimé, Cédric, dans l'approche de cet ouvrage, c'est vraiment cet aspect pro, comme on le connaît, qui vient vraiment s'insérer dans nos vies perso. Alors, moi, je suis une fervente de dire qu'il n'y a pas de vie pro et pas de vie perso. Nous avons une vie perso avec des activités. Donc, nous sommes normalement toujours la même personne dans tous nos domaines de vie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a développé des méthodes, des outils puissants dans le domaine professionnel, dans nos activités à tous, respectives, les entreprises. Oui. Et c'est intéressant aujourd'hui, dans votre ouvrage, de voir comment on peut s'en servir au quotidien, finalement, de ces méthodes qu'on ne connaît pas. C'est exactement ça, parce qu'on les utilise généralement en entreprise pour l'efficacité et la performance de l'entreprise, pour atteindre des résultats. Et je me suis dit que c'était normal de les tordre et se les appliquer au quotidien, parce que quelque part, on est le chef de projet de sa start-up personnelle. Exactement, oui, c'est vraiment ça. J'adhère complètement à cette vision-là. Oui. Et donc, autant les utiliser au quotidien pour... moi, l'objectif, c'était qu'on puisse se réapproprier sa vie et du coup, se dégager du temps de tout ce qui vient nous parasiter au quotidien, que ce soit la gestion administrative, les corvées, pour se dégager du temps à soi et se faire plaisir et se réaliser au quotidien en bénéficiant de ce temps dégagé, en fait. Bien sûr. Et du coup, c'est ce qui va nous alimenter et nous nourrir. Le but, c'est pas de devenir des machines à performance. Surtout pas. Non, au contraire, c'est d'être efficace sur certaines choses pour pouvoir se consacrer à ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien et ce qui nous permet de nous projeter dans l'avenir. Surtout en ce moment de période Covid très compliquée, on a vraiment besoin de pouvoir se projeter et de se donner du sens à soi-même. Ah, mais alors carrément, le sens, c'est vraiment un sujet central actuellement. Donc merci de venir nous en parler sur le plateau aujourd'hui. L'ouvrage commence en introduction avec ce fameux sentiment de perte de contrôle, perdre pied dans sa vie, etc. Et puis vous posez la question d'ailleurs, n'avez-vous jamais le sentiment que les autres y arrivent mieux que vous ? Moi j'adore cette question parce qu'effectivement... c'est une question basique et chacun se la pose au quotidien. C'est ça. Qu'on ait le complexe de l'imposteur ou pas, on se dit mais pourquoi eux ça marche, ça a l'air si facile pour eux, ça a l'air tellement simple qu'en fait il est possible qu'ils ne le montrent pas et ils vivent les mêmes situations. C'est pour ça que j'ai inséré des témoignages dans le livre pour justement se dire vous n'êtes pas seul à vivre ça, tout le monde le vit. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour justement reprendre l'initiative et donner à l'impression aux autres aussi que c'est facile pour nous. Exactement. Oui. C'est toujours ces impressions-là, effectivement, on va en parler, c'est intéressant.
Vous prenez l'angle dans l'introduction de sentiment de perte de contrôle, de perdre pied. Posez la question si c'est majoritairement féminin. Est-ce que les hommes, eux, peuvent perdre pied? Et j'ai beaucoup aimé, parce qu'ici, dans l'émission, on parle de notre part masculine et notre part féminine, toujours en trame de fond, puisque c'est ce qui se passe collectivement aujourd'hui avec cette crise et ce virus, etc., vient quand même nous demander d'équilibrer notre part masculine et féminine à l'intérieur de nous, c'est-à-dire cette part sensible, créative, etc., et puis cette part plutôt d'action cartésienne, etc. Il faut les deux. Oui, tout à fait. C'est une question d'équilibre. C'est ça. Et justement, j'ai beaucoup aimé que vous introduisiez l'ouvrage avec ces deux parts, justement, parce que effectivement, comment vous l'avez amené, vous, quelle vision vous avez de cette part masculine, féminine, de ces femmes ou de ces hommes qui... On va dire que c'est une mécanique de charge mentale, on va dire, et c'est surtout un sujet qui a été remonté par la partie féminine, parce que en 2017, par exemple, Emma a sorti la BD Fallait demander, et donc elle mettait en avant ce souci de charge mentale, parce que globalement, ce sont les femmes qui ont le foyer dans la tête. Donc quand on articule dans sa vie à la fois la vie professionnelle, la vie de famille, plus son équilibre personnel, ça peut devenir très compliqué. Surtout qu'en ce moment, on est dans une culture de la performance et qu'on veut être chacun des superwoman ou des super soldats. Et donc, on a tendance à tout prendre, à vouloir gérer seul et à démontrer qu'on est en capacité de faire. Et donc c'est en ça que je dirais que beaucoup de femmes le vivent, cette situation, mais des hommes de plus en plus le vivent, que ce soit ceux qui sont workaholics et qui s'investissent dans le travail et qui peuvent finir en burn-out à force de prendre des charges supplémentaires. Et ça peut être aussi pour des pères de famille qui veulent s'investir. Surtout avec le Covid, beaucoup ont redécouvert la parentalité et le plaisir d'être avec les enfants. Et donc comment j'arrive à articuler ma vie de famille, ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Donc c'est des soucis que rencontrent maintenant aussi les pères de famille. Oui. Donc voilà, donc là on revient vers une parité sur la question égalité homme-femme, sur la partie familiale et ménagère. Et puis en plus il y a côté émotionnel, il y a ce Covid, cette crise sanitaire qui vient poser une chape de plomb supplémentaire qui crée énormément d'incertitudes, qui crée beaucoup de doutes, d'insécurité et qui brouille, qui met un voile sur l'avenir. Donc on a une difficulté à se projeter dans l'avenir. Alors justement, est-ce que c'est pas... moi, je sais que je travaille là-dessus tous les jours, donc j'ai envie qu'on en parle dans mon émission. Oui. Est-ce que c'est pas justement l'occasion d'aller chercher justement dans cette part féminine, cette créativité, cette sensibilité qu'on a peut-être perdu un petit peu de vue? Parce que le contrôle, à un moment donné, devient tellement rigide qu'on voit bien, on devient presque des robots à des moments. Donc, est-ce que justement, c'est pas un petit peu une opportunité, tout se brouille pour que justement on voit où est l'essentiel, on ressente où est l'essentiel pour nous justement, et qu'après on puisse mettre en place des actions oui, tout à fait. Mais c'est l'invitation que je fais dans ce livre, c'est oui. cette prise de recul, prise de hauteur sur soi-même, pour se dire là aujourd'hui on vit, je l'évoque à un moment sur le monde VUCA, donc c'est volatile, incertain, complexe et ambigu, on est pleinement dedans. Donc notre ressource, c'est nous. Et donc, comment on va arriver, nous, à se recentrer sur soi, à savoir quelles sont les valeurs qui sont importantes, nos ressources, comment on peut aussi se nourrir et réalimenter nos batteries pour se projeter et construire nous-mêmes notre propre projection sur l'avenir. Exactement. C'est vrai que ça, c'est vraiment des pistes que vous donnez, enfin des pistes plus que des pistes, vraiment des grandes méthodes, etc. Dans le chapitre 8, je reprends la main sur mon avenir. Oui. Et vous avez évolué dans un monde VUCA. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'était, VUCA? C'est un concept, vulnérabilité. Donc c'est uncertain, donc le U, mais en français c'est incertain, complexe et ambigu. C'est un terme qui a été développé par l'école de guerre américaine à la sortie de l'époque du conflit russe-américain. Parce qu'on est rentré dans un monde beaucoup plus complexe avec la notion de multilatéralité, pardon, j'en bafouille. Donc ça veut dire que dans une résolution de conflit, ce n'est plus seulement quelque chose de très martial, oui, on va aller intervenir dans un autre pays. Là, ça peut être soit par voie diplomatique, soit voie militaire, mais ça implique derrière des réseaux d'alliances et d'impact qui sont beaucoup plus complexes. Et donc ça a été transposé dans le monde de l'entreprise qui aujourd'hui, avec la mondialisation, évolue dans un marché qui est en perpétuelle évolution. Donc c'est comment on se remet quotidiennement, régulièrement en question pour se réadapter en continuité avec le monde qui nous entoure.
Voilà, donc après, c'est développé au niveau de sa propre vision, mais ça, on va en parler peut-être dans un deuxième temps. Je voudrais revenir à la surcharge émotionnelle et mentale. Hein. C'est vraiment, vous appelez cette première partie dans l'ouvrage, j'analyse ma trajectoire de vie. Oui, tout à fait. C'est vraiment ça. Votre parcours, notre parcours nous prépare quand même à la prochaine place qu'on doit prendre. Moi, je dis souvent ça. Notre histoire a vraiment des pans, en fait, que des fois on a oublié, qu'on a apprécié, qu'on a de la compétence là-dessus. Et en fait, hop, on va aller remettre la lumière sur certaines choses. Donc, justement, cette surcharge émotionnelle et mentale dans un contexte qui est quand même compliqué, qui est très lourd. Vous parlez des plafonds de verre de mer, de Kerr. Vous parlez de l'effet Zeigarnik, où la mémoire s'est désaturée, et une bande passante saturée. Alors moi, j'ai pris ces trois exemples de l'ouvrage parce que j'aimerais que vous nous en parliez quand même. Oui. C'est très intéressant. C'est très intéressant. L'objectif de cette partie-là, c'était comprendre un peu la mécanique de notre cerveau, sans rentrer dans des termes très médicaux et très techniques en termes de neurosciences, mais c'est pour qu'on puisse comprendre comment ça fonctionne et qu'est-ce que l'on vit. Et notamment avec l'effet Zeigarnik, qui est le mécanisme de la mémoire désaturée. C'est une psychologue russe qui a émis cette hypothèse en 1926 en observant des garçons de café, qui s'est aperçu que ces garçons de café se souvenaient parfaitement de toutes les commandes qu'ils avaient à gérer du moment qu'ils la traitaient. Et une fois que le client avait payé, et donc, ils avaient la capacité à oublier et de plus se souvenir ce qu'il y avait dans cette commande. Et en fin de compte, ça implique qu'à partir qu'une chose n'est pas encore terminée ou en cours, on a la capacité de s'en souvenir. Et donc, ça explique cette mécanique de charge mentale, parce qu'on accumule énormément de choses, et tant que ce n'est pas traité, ça reste dans notre cerveau. Et ensuite, c'est ça que moi j'appelle ça la bande passante. C'est pour faire le lien avec le monde des télécoms et de l'informatique. C'est qu'au bout d'un moment, notre cerveau, c'est comme un tuyau. Il peut gérer un certain nombre d'informations, et s'il y a trop d'informations, ça sature, ça bouchonne, et puis on est en situation de souffrance. C'est très imagé, c'est parfait. C'est parfait. Effectivement, moi j'ai beaucoup aimé l'image, donc c'est intéressant de le présenter comme ça. Merci Cédric. Le plafond de verre de mer et de Kerr, vous pouvez en parler un petit peu ? Alors, le plafond de verre, je pense que toutes les auditrices le connaissent, c'est le plafond qu'on retrouve dans le milieu professionnel. C'est le niveau à partir duquel il devient difficile aux femmes d'accéder à un certain niveau. C'est pour ça qu'il y a énormément de questions en cours. Est-ce qu'il faut, du coup, avoir la parité dans les comités exécutifs qui sont actuellement, et comment on favorise aussi l'accès à des fonctions à responsabilité pour les femmes. Avec Marlène Schiappa, qui est à l'initiative de ce nouveau concept, nous avons sorti un essai sur le plafond de mer, c'est-à-dire que la maternité pour les femmes rajoute un plafond supplémentaire, et ça, toutes les mères de famille l'ont peut-être rencontré dans leur carrière, en se disant, bah voilà, j'ai peut-être pas eu ce poste, j'ai pas eu cette carrière, parce que derrière, le manager avec qui j'ai changé imaginait que j'allais être enceinte et donc être absente, ou alors que ça allait être compliqué d'assumer des responsabilités et une vie de famille parce que j'allais être absente pour les jours où les enfants sont malades, ce genre de choses. Et qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour rééquilibrer les choses derrière, parce qu'on peut être mère et être une super chef d'entreprise, un super manager, un super patron. Donc et puis le plafond de Kerr, ça c'est un concept que j'ai développé moi-même en me penchant sur la question des aidants familiaux qui va prendre de plus en plus de place dans les années à venir. Les aidants, ce sont les personnes qui prennent en charge les personnes de leur famille, que ce soit les seniors en perte d'autonomie, que ce soit des enfants en situation de handicap. Et donc il y a de plus en plus de personnes qui vont se confronter, parce qu'aujourd'hui ça représente à peu près une personne sur 6, mais très rapidement va arriver une personne sur 5, une personne sur 4, parce que tous les baby-boomers qui vont arriver, qui rentrent dans l'âge de la retraite, vont avoir besoin aussi d'être pris en charge par leurs enfants. Donc ça rajoute un plafond supplémentaire, parce que du coup, si on est une femme active, qu'on prend en charge ses parents, qu'on prend en charge ses enfants aussi, voilà, au bout d'un moment, la liste de courses est longue. Et comment moi je me retrouve à me dégager du temps pour moi et à faire aussi ce qui fait du bien, qui me permet d'être aussi du coup moteur et positif dans ce que je fais autour de moi. Alors justement, on va en parler, hein, bien sûr. Il y a toute cette évolution dans le livre, donc c'est ça qui est génial. On a bien entendu la possibilité d'évaluer sa surcharge émotionnelle et mentale, donc ça, vous découvrirez ça dans le livre. Oui, tout à fait. J'essaie que ça soit ludique et instructif en même temps. Voilà, donc ça c'est très intéressant. J'ai découvert, c'était génial.
Deuxième partie, on est sur vraiment, j'arrête de subir ma charge mentale. Donc justement sur comment on va pouvoir reprendre la main, etc. Alors, on parlait de cartographie de la charge mentale avec les nuages de mots, le mind mapping, ça pareil, je vous laisserai découvrir. Prioriser ses tâches, bien entendu. Alors, vous parlez de la matrice urgent-important, je pense qu'on connaît, mais je vous... Oui, c'est toujours important de le rappeler parce que complètement. Parce qu'au bout d'un moment, on a l'impression que tout est urgent. Donc, c'est savoir reposer les choses. Reprendre qu'est-ce que je peux faire moi-même, qu'est-ce que je peux déléguer, qu'est-ce que je peux faire maintenant, qu'est-ce que je peux faire plus tard. Exactement. Parce que tout n'est pas forcément à faire tout de suite, maintenant, dans l'instant. C'est clair. Et puis cette méthode Getting Things Done. Oui. Alors ça, j'adore cette méthode. Je suis en train de même essayer de la vendre à ma fille qui est adolescente et qui se pose des questions d'organisation personnelle pour qu'elle ait de meilleurs résultats à l'école. Écoutez bien, mes très chers auditeurs, il va nous en dire un petit peu plus sur cette méthode. Ce qui m'a plu, c'est une méthode qui a été développée par David Allen, qui est un consultant d'organisation personnelle américain et qui a théorisé une méthode d'organisation. C'est une méthode parmi tant d'autres, mais moi je la trouve super sympa, avec une partie qui je trouve super sympa, qui est super parlante, c'est la règle des 2 minutes. C'est si ça prend moins de 2 minutes, faites-le tout de suite. Vous avez une pensée pop-up qui vient un instant, il faut prendre rendez-vous chez le médecin pour par exemple, me faire vacciner contre la grippe. Je prends mon téléphone, je décroche, je prends mon rendez-vous, ça prend moins de 2 minutes. J'ai un chèque à faire pour les impôts, je fais mon chèque, je le mets sur enveloppe, je mets le timbre, ça prend moins de 2 minutes. Et puis ensuite, pour tout ce qui prend au-delà de 2 minutes, je traite l'information. Donc, est-ce que c'est quelque chose que je dois faire aujourd'hui dans la journée ? Est-ce que c'est quelque chose que je dois planifier ? Ou est-ce que c'est quelque chose que je vais pouvoir faire plus tard quand j'aurai un peu de temps libre, par exemple lire un livre, un magazine ou surfer sur Internet ? Ou est-ce que c'est quelque chose que je peux mettre tout simplement à la poubelle parce que ça ne me concerne pas et que je ne sais pas m'encombrer de cette... on l'oublie souvent quand même. Donc voilà, c'est une petite mécanique. Moi, je l'ai détaillée très simple, mais ceux qui veulent vraiment approfondir, il y a un livre qui a été fait, qui est très complet, il y a des formations, mais c'est une méthode. Voilà, exactement. Donc, mais c'est quand même une mécanique qui permet de se dire, voilà, quand j'ai pas mal d'informations, qu'est-ce que je peux faire pour mieux m'organiser, mieux la traiter. Voilà. C'est pas une méthode magique. Vous allez apprendre du temps, mais c'est comment, parce qu'on a tendance à tout garder dans la tête. On en oublie certaines choses. C'est du tri encore, d'une certaine c'est une façon de mieux trier et de mieux prioriser les choses. Jeter ce qui ne nous concerne pas, ce qui n'est pas urgent ou important, etc. Et puis se dire, par exemple, moi, la semaine prochaine, je suis en vacances, donc je vais me prendre une après-midi, je vais traiter tout l'administratif, et je me prévois cette plage de temps, et je sais que ça va être traité, et je serai débarrassé. Donc en l'écrivant, on se soulage, et en le planifiant, on se dit, bon, ça va être fait, et une fois que c'est fait, on l'oublie. Voilà. Exactement. Bon, ne pas trop partir dans les to-do list non plus. Non, il ne faut pas que ça devienne une usine à gaz. Il faut pas que. Des fois, on bascule. Cet équilibre dont on parlait. Exactement. Il ne faut pas s'enfermer dans les outils. L'outil est là pour rendre service. Il ne faut pas qu'on se laisse manger par l'outil. Il faut que ça reste simple, agile et que ça vous aide au quotidien, en fait. Voilà, et c'est vraiment pour reconnecter à l'essentiel. C'est le but de notre émission aujourd'hui. Donc, vraiment, n'oubliez pas qu'à un moment donné, une méthode est vraiment là pour garder une certaine légèreté. Oui, et puis ne pas hésiter à écrire, parce que carrément, c'est vrai. Notre cerveau, il est fait pour penser, pour rêver, pour imaginer des plans d'action, pour aussi imaginer autre chose. Mais il n'est pas là pour se garder, en souvenir en permanence tout ce qu'on doit traiter au quotidien. Donc on l'écrit, ça soulage, et comme ça permet au cerveau de faire la fonction première, qui est de penser, imaginer et rêver. Génial. Donc justement, on en parle, vous en parlez dans l'ouvrage, les outils à notre disposition, les lois de l'organisation à avoir à l'esprit. Je ne sais pas si vous voulez en partager une ou deux. J'aime bien la loi de Laborie parce qu'elle est très évidente. C'est une loi qui dit, et c'est constaté qu'on va aller plus facilement à faire quelque chose qui est facile et on va retarder l'inévitable en décalant ce qui est plus difficile. Donc ça, il faut en avoir conscience. Se dire, par exemple, au début de ma journée, je vais commencer par faire les choses faciles comme ça. Je me mets dans une dynamique d'action et puis je vais planifier un moment dans la journée où je vais rentrer dans les choses un peu plus complexes, qui nécessitent un peu plus d'attention, de concentration, de rentrer dans le fond du sujet. Comme ça permet d'avoir conscience justement que à vouloir traiter tout ce qui est facile, on va finir par reporter ce qui est complexe, qui peut être aussi urgent, important. Exactement. C'est un vrai lien avec la procrastination. Ça peut avoir lien avec la procrastination, oui.
Ça y ressemble beaucoup. Mais la procrastination, ça rentre aussi des fois sur des choses un peu plus profondes. C'est la peur de passer à l'action, mais ça reste toujours sur une question de peur, de complexité, de difficulté, et oser prendre le risque et sortir de sa zone de confort, en fait. On est toujours sur les mêmes choses. Ça revient toujours. On est tous humains, donc forcément... On parlait de cycle, justement, dans une autre émission. On en parle souvent des cycles et qu'on est cyclique. Et c'est vrai que je pense aussi, en termes d'organisation, moi, pour l'appliquer en tant que mentor, c'est important aussi de voir à quel moment de la journée, mes très chers auditeurs, vous avez votre énergie est différente à différents moments de la journée. Ça s'appelle les circadiens. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je parlais, moi, le matin, je m'impose une routine, en fait, dans mes journées, même si je suis horreur de la routine. Mais pour être efficace, il faut qu'il y en ait quand même un petit peu. Donc, le matin, je fais des choses très simples. Je sais que vers 10h30, 11h, je suis plutôt... je sais que j'arrive à mieux concentrer, donc là je vais rentrer dans les sujets de fond, et puis redescendre jusqu'au déjeuner. Et pareil, la même chose, là, ça va faire une sorte de petite courbe, comme un dos de chameau. Début d'après-midi, je repars sur, par exemple, je traite ma boîte mail, je passe des coups de fil. Je sais qu'à partir de 15h, 16h, je vais rentrer dans une phase d'efficacité, de concentration. Et là, je vais travailler tous mes sujets de fond, que ce soit en termes de conseils, en termes de... voilà, tout ce qui va nécessiter une longue concentration, et puis je redescends jusqu'à rentrer dans la phase de vie familiale. Donc je pense que c'est des rythmes que rencontre à peu près tout le monde, mais il faut en avoir conscience pour justement travailler sur l'énergie dont vous parliez. Exactement. Et savoir à quel moment on va être le plus efficace pour faire ces choses. Voilà, savoir vraiment regarder en face les choses, parce qu'il faut arrêter d'être dans l'illusion de croire que sur 8 heures, on va pouvoir être performant au taquet. Exactement. 8 heures. Enfin, je veux dire, ça a été... prouvé et surprouvé, c'est pas possible. Exactement. Et donc là, ça me permet de rebondir sur une deuxième loi, parce que vous m'avez dit deux lois. Sûr, allez-y. Et la loi de Pareto, oui. elle est sympa, celle-là aussi. C'est la règle des 20-80. Ouais. Et donc, quand je dis, voilà, je prévois un temps où je vais faire du travail de fond, je me concentre aussi sur les 20% de tâches qui vont générer les 80% d'effets par rapport à ce que les objectifs que je me suis fixés. Et généralement, on passe... beaucoup de temps à gérer les 80% qui génèrent que 20% des effets. Pour quelle raison on fait ça, à votre avis, vous qui avez quand même une expérience terrain? Parce que c'est plus simple. Parce que généralement, c'est les tâches plus simples qu'on se dit oui, je prends facilement, parce que quand on analyse, on prend juste l'information, on se dit c'est très facile à gérer. Et puis quand on les cumule avec toutes les choses qui s'entassent dans notre to-do list, qui sont très simples, au bout d'un moment, on ne sait plus par quoi commencer et on se disperse. Donc voilà. Très bien. Alors dans la troisième partie du livre, qui se nomme « Je reprends ma vie en main ». Donc, il y a d'abord toute une partie sur réaliser son ikigai. Oui. Alors, bon, on va le survoler. Il y en a certains de nos très chers auditeurs qui connaissent très, très bien cet outil, d'autres pas du tout. Donc, vous allez découvrir ce que c'est. C'est vraiment aller voir ce que vous aimez, ce en quoi vous êtes bon, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous êtes payé. Exactement. C'est très intéressant de voir un petit peu... où est-ce qu'on va aller concentrer en fait son énergie pour le coup. Exactement. Là, on va revenir vraiment sur son essentiel et ce qui fait le sel de la vie. Après, j'invite les auditeurs à se prêter à l'exercice. Un outil parmi les autres, on peut très bien travailler sur d'autres outils pour revenir se recentrer sur la question du sens individuel. Il y a DILT, c'est la pyramide de Lys qui est très sympa aussi à utiliser. Moi, j'ai préféré l'Ikigai parce que c'est un exercice que je me suis prêté moi-même à un moment où je me posais des questions au niveau professionnel dans le cadre d'une transition. Moi, j'ai développé une méthode qui s'appelle le secret aussi. Ça peut être sympa. Il faudra qu'on en parle en antenne alors. Ouais, et du coup, il ne faut pas qu'ils se stressent parce que c'est un processus. Il y a des personnes qui vont avoir une évidence, ça va être très simple de le mettre en place. Ils vont avoir tout de suite une vision de ce qui va faire sens pour eux. Ça va même peut-être conforter des choses qu'ils savaient déjà. D'autres, ça va être un mécanisme beaucoup plus long à mettre en place parce qu'il va falloir faire un travail en profondeur. Donc, il ne faut pas se stresser si on n'arrive pas tout de suite à sortir quelque chose. Il faut prendre le temps aussi de la maturation et ça viendra peut-être dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Mais nous sommes cycliques. Exactement. Et puis aussi, il faut aussi un temps pour maturer les choses. Maturer, intégrer peut-être exactement, aussi, processer les choses pour que ça puisse porter du sens. Donc, c'est un exercice à faire sur la durée. Et évidemment, l'ikigai peut évoluer aussi en fonction de la vie. On n'aura pas le même ikigai peut-être à 10 ans, à 20 ans. Souvent, c'est ça d'ailleurs. Et oui, ou alors on peut garder aussi un ikigai, mais c'est la façon dont on le fait. Moi, j'aime bien parler de l'entraîneur, du monde footballistique, parce que ça parle à beaucoup de monde, parce que on prend un footballeur professionnel, voilà, ce qui le motive, c'est jouer au ballon, c'est créer du spectacle, que le spectateur s'embrase, mais il peut être
à un moment de sa vie, entraîneur, il peut être chroniqueur sportif, il peut être responsable d'une salle de sport, et ça reste toujours en lien avec son ikigai. Mais c'est la façon dont on le met en musique qui est complètement différente. Exactement. Votre histoire, votre parcours va toujours pouvoir s'alchimiser finalement différemment suivant... Mais ça garde quand même une certaine cohérence. Une belle cohérence, et c'est toute notre grandeur, justement, je trouve. Très intéressant. Alors, vous regarderez un petit peu ce que nous partage Cédric Bruguière sur l'ikigai. Et puis, alors moi, il y a la partie du chapitre 8 que j'ai adorée, parce que là, on rentre dans le concret et en même temps, on a toute cette profondeur là dont on vient de parler. On a pu se libérer de cette charge émotionnelle et mentale. On a vraiment un chemin qui s'ouvre et où on est créateur de ce chemin. Parce que moi, je pense que c'est ça qui est quand même important à dire, c'est que nous avons vraiment possibilité de modeler une vision, de designer, moi j'aime à dire, une vision pour aller la développer et après fixer des objectifs, mettre en place un plan d'action, etc. Alors ça, on connaît, on peut peut-être en parler un petit peu. On va bientôt terminer l'émission, donc on va l'aborder. Après, nos très chers auditeurs vont pouvoir le découvrir aussi en commandant le livre. Je vous le remontre à l'écran. Je manage ma vie. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, Cédric, c'est que vous parlez de revenir à l'authenticité. Moi, c'est un des piliers de l'émission, parce qu'à un moment donné, notre vérité, notre véritable vibration, ce pourquoi qu'est-ce qui nous fait vibrer, qui nous allume, c'est notre vulnérabilité, c'est notre humanité, au-delà des faiblesses dont on parle depuis la nuit des temps, qui sont une vraie illusion à mon goût. On est vraiment là en train de parler de quelque chose de vrai. Et justement, pour développer sa propre vision, on va dire, en voyant les choses en face, avec une grande vérité intérieure, moi, j'ai aimé que vous parliez de revenir à l'authenticité, de cultiver son esprit aventurier, sortir de sa zone de confort. Moi, j'aime souvent à dire dans mes accompagnements, etc., que la vie ne vaut d'être vécue que si on l'aventure. C'est ça, en fait, c'est qu'il faut quand même prendre l'aspect un peu Mike Horn. C'est ça, il faut prendre son risque. Voilà. Et c'est vrai que je pense que nous sommes des êtres créateurs qui allons, en fait, un petit peu nous aventurer dans des sentiers, dans des zones qui vont permettre de nous déployer, d'aller chercher des ressources qui sont quand même insoupçonnées finalement, parce que tant qu'on n'a pas été voir ou qu'on n'a pas fait, on ne peut pas le savoir. Exactement. Et vous parlez donc d'identité personnelle et de résilience, de droit à l'erreur. En fin de compte, c'est comment se mettre à nu, en fait. C'est d'affronter les choses et de savoir s'exposer. On parlait de risque, et c'est savoir être... déjà, savoir, on a fait un travail en amont, si on a fait les 2 premières parties, on a travaillé en profondeur sur soi. Donc, on est conscient de nos ressources, on est conscient de nos limites, on est conscient de nos besoins, les valeurs qui nous motivent. Et donc, ce sont nos armes pour affronter le monde. Et puis après, il ne faut pas avoir peur de faire le premier pas, parce que toute aventure commence par un premier pas. Et de savoir, c'est embrasser le danger quelque part. Et donc, ne pas avoir peur de faire des erreurs, de ne pas avoir peur de dire une bêtise, mais par contre avoir la capacité de se dire pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce que ça a apporté comme fruit, si c'était une erreur ou si ça n'a pas donné les résultats, comment je peux faire pour la prochaine fois pour améliorer. C'est avoir cette capacité à prendre du recul. C'est comme un aventurier, un navigateur qui part, il se prend un cap, il dit cap à l'ouest, et puis il ne sait pas ce qu'il va rencontrer en chemin. Est-ce qu'il va avoir des courants contraires? Est-ce qu'il va rencontrer une tempête, un ouragan? Est-ce qu'il ne va jamais découvrir une île? Mais à chaque fois, il va rechanger sa vision, réadapter son cap, au regard de l'expérience qu'il est en train de vivre. Exactement. Donc, justement, pour cette partie-là, on va terminer là-dessus. Quel conseil vous pouvez donner à nos très chers auditeurs pour qu'ils gardent le sourire, pour qu'ils gardent cette force, cet élan-là pour aller mettre en place cette vision, pour développer, reprendre en main leur avenir finalement. Puisque dans une crise comme on l'a vu aujourd'hui, il y a quand même un message fort derrière qui nous dit « Allez, va voir un petit peu ce qui se passe en toi et comment tu peux faire différemment. » Justement, c'est écoutez-vous, vous avez les solutions en vous. C'est quelque part l'invitation que je fais dans ce livre, c'est de mettre des outils pour aller repartir à l'exploration de soi-même,
pour affronter le monde qu'on a autour de soi. Donc ces ressources-là, vous les avez, et puis vous allez construire vous-même votre propre histoire, peut-être même votre propre légende. Ça, je vous le souhaite. Oh oui. Chacun a ces ressources-là. Après, je ne dis pas que ça va pas être compliqué, qu'il n'y a pas y avoir des erreurs, qu'il n'y a pas y avoir des doutes. Mais allons-y, et vous avez les ressources, affrontez-les et puis réajustez au fur et à mesure. Ayez confiance en vous parce que vous avez la capacité de le faire. Voilà, et puis vous verrez dans l'ouvrage, vous parlez de résilience, de partage et de bienveillance. Moi, j'ai envie savoir demander de l'aide, solliciter d'autres personnes, échanger. On construit comme ça son aventure. Exactement, et donc sa vie. Cédric Bruguière, donc je manage ma vie. On peut vous retrouver sur LinkedIn, sur Twitter et sur Instagram. Donc en description, je mettrai le lien donc, pour commander le livre et puis les liens pour vous retrouver. Merci beaucoup Cédric. Donc, merci le mot de la fin. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Mais on va continuer en off, je pense, parce que c'est vraiment un grand plaisir. Le mot de la fin pour cette émission, vous l'aurez compris, l'artisan de votre bonheur, c'est vous, rien que vous, et seulement vous. Voilà ce que nous dit Cédric pour clôturer cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile.